cours est au sujet du modèle dit de Kermack et McKendrick, qui est un modèle très connu en épidémiologie et qui va être, donc on a déjà vu le modèle SIS, qui est un modèle que j'ai appelé endémique, puisqu'il décrit une situation où la maladie peut être soit absente, soit présente. Ici, on va avoir un modèle épidémique dans le sens où le modèle va nous autoriser à voir soit une absence d'épidémie, soit une épidémie. Et donc, je vais vous présenter ce modèle. Euh, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous parler de ce modèle. Je vais vous parler en particulier après d'une grandeur que ce modèle rend accessible. C'est ce qu'on appelle la taille finale d'une épidémie. Et je vais faire deux, trois remarques pour finir. Alors, cette première partie concerne le modèle de Kermack et McKendrick. Et donc, je vais préciser que, en fait, c'est un peu. C'est un modèle qui est extrêmement connu, qui avait été un peu oublié pendant quelques années et qui maintenant est revenu, disons, en mode. Euh, je pense que ce qui est intéressant à voir, c'est vous voyez cette liste là que j'ai mis de papier. En fait, le modèle dont je vais parler, c'est un cas particulier dans ce premier papier. Ce n'est qu'une illustration qu'ils font sur un papier qui est assez long, qui contient énormément de choses très intéressantes. Ce modèle dit de Kermack et McKendrick, ça n'est qu'un des modèles. Et vous voyez qu'ils ont suivi ce premier papier par une série de quatre autres papiers où ils se sont intéressés à plusieurs problèmes différents. Et je pense que quand vous voyez que c'est des choses qui ont bientôt 100 ans, c'est assez moderne, il y a des travaux très intéressants là-dedans. Ça vaut le coup de regarder ces papiers. Vous avez les liens ici sont cliquables. Vous pouvez aller voir ces papiers spécifiquement. Alors, l'un des problèmes sous-jacents au modèle de Kermack et McKendrick, dans tout leur questionnement, c'est ce qu'on appelle maintenant la taille d'une épidémie. Donc, il y a deux questions, plus ou moins, enfin plusieurs questions qui ont lieu ici. La première, c'est l'existence d'un pic épidémique. Donc, vous avez vu avec la Covid, mais on voit par exemple tous les ans avec la grippe, l'influenza annuelle, que on a un comportement où le nombre de cas augmente et puis redescend. Et donc, l'une des questions que pose Kermack et McKendrick, c'est ce pic épidémique qu'on observe, est-ce qu'il a toujours lieu? Et aussi, s'il a lieu, quelle est l'intensité de ce pic? Et une autre question, disons plus ou moins corrélée à cette question, c'est que se passe-t-il si une épidémie traverse une population? Donc vous avez une épidémie, vous avez une population qui est traversée par une épidémie, et la question devient bien combien, quel pourcentage, disons, de la population va avoir été infectée lorsque l'épidémie a fini. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la taille d'une épidémie, essentiellement. Alors, ici, on va faire un modèle un peu différent de celui que j'ai présenté dans le modèle SIS. C'est-à-dire qu'ici, on va s'affranchir de la démographie. Alors, ce qu'on fait pour l'argument que l'on utilise pour faire ça, c'est de dire que, en fait, on est en train de regarder typiquement, comme je disais, une épidémie annuelle de grippe ou quelque chose comme ça. Et cette période de temps sur laquelle on travaille, c'est une période de temps qui est suffisamment courte qu'on peut négliger les effets démographiques. Si vous êtes en train de considérer une épidémie annuelle de grippe, c'est une épidémie qui typiquement commence à un moment donné pendant l'automne ou l'hiver, donc elle va commencer, disons, en novembre, elle va durer 2 ou 3 mois,
Et ensuite, elle va plus ou moins disparaître. Donc, si vous pensez à ce genre de processus, euh, la, comment s'appelle, la population totale, par exemple, sur laquelle vous travaillez, cette population totale, elle ne va pas varier énormément sur cette durée de temps. D'accord. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on néglige l'une des choses que l'on dit, c'est par exemple la dynamique vitale, vital dynamics, vous verrez ça en anglais. Donc quand un modèle n'a pas de vital dynamics, c'est qu'on néglige la démographie. Donc c'est différent du modèle qu'on vient de voir, dans le modèle SIS, je veux dire, dans le sens où celui-ci considère la démographie. Une autre différence par rapport au modèle qu'on avait avant, c'est que ici on ne va pas considérer, vous vous rappelez dans le modèle SIS, on est susceptible, infectieux, et puis on peut redevenir susceptible une fois que l'on a guéri. Ici on ne va pas considérer que c'est possible. Donc ce que l'on suppose, c'est que on est soit susceptible, d'accord, soit infectieux, et après la période d'infectiosité, on guérit ou on meurt. Mais dans ce modèle, on ne fait pas la différence entre la guérison et la mort parce qu'on considère seulement le processus de transmission de la maladie. Et en termes de transmission de la maladie, évidemment, que l'on soit guéri ou mort, ce qui est important, c'est que l'on n'est plus en train de transmettre. D'accord. Donc, ici, on verra plus tard des modèles qui considèrent une immunité. Ici, on ne s'intéresse pas à faire la différence entre l'immunité ou la mortalité due à la maladie. On est retiré du compartiment infectieux et donc R représente les individus retirés du compartiment infectieux. On va supposer ici qu'on a une incidence en action de masse, d'accord, donc de la forme bêta fois S fois I. Alors le modèle, il a ce diagramme de flow ici. Vous êtes susceptible avec un certain taux, donc le taux bêta SI qui est le taux d'incidence, vous devenez infectieux. Et après une moyenne de temps de 1 sur gamma unité de temps, soit vous guérissez, soit vous mourrez de la maladie, mais en tout cas, on vous retire du compartiment infectieux et vous devenez à ce moment un membre du compartiment R. D'accord. Donc, ce modèle est très très simple aussi. Il s'écrit sous la forme de 3 équations différentielles ordinaires. Avec une non-linéarité qui est le terme de contact bêta ici, ici. Contact et infection. Donc, la première équation, il n'y a pas de démographie ici, d'accord. Donc, ce que vous voyez, c'est que on a ce terme-là, on a un flux comme ça tout le long du système, d'accord. Alors, une première observation, c'est que quand on regarde les équations, je reviens sur les équations, si vous regardez l'équation en R, elle dépend de la solution I de t, d'accord, mais elle ne dépend de rien d'autre. Et en particulier aussi, le système ne dépend pas de R. Vous voyez que les deux autres équations, je veux dire, S' et I' n'impliquent pas R. Ce que ça veut dire, c'est que je peux calculer la solution de mon équation différentielle en S et en I, et je pourrais récupérer la solution en R de t, puisque j'ai la solution en I. Enfin, sachant ce que fait I, je peux comprendre ce que fait R. D'accord. Et du reste, en plus, la population totale, si vous prenez la somme de ces 3 équations, ce que vous observez, c'est que la somme est 0.
changer un peu quelque chose. Ok, la somme est 0, ce qui veut dire que la population totale, de la même manière que l'on l'a vu dans le modèle SIS, la population totale est constante. Et on peut déduire la dynamique de R de deux façons, soit en la déduisant de la dynamique de I, soit en la déduisant de la dynamique de la somme de S et I. D'accord ? Les deux sont possibles. Mais en pratique, donc, on peut omettre l'équation en R. Et c'est ce qu'on va faire dans toute l'analyse qui suit. D'accord ? On va considérer le système ici, là, système 2, qui est le système dans lequel j'ai enlevé l'équation en R. Je répète, juste pour être clair, ça n'est pas un problème, d'accord, puisque je peux récupérer cette solution en R si j'en ai besoin. Alors, comme on a fait pour le modèle SIS, on peut maintenant se poser la question des équilibres. D'accord ? Donc, on a vu dans l'analyse, disons, générale, le deuxième type d'analyse du modèle SIS, que la première chose qu'on faisait, c'était typiquement de considérer les équilibres. Et là, on va rencontrer un petit problème. Donc, si vous regardez ces deux équations, vous voyez de la deuxième équation qu'on déduit, d'accord, qu'à l'équilibre, cette quantité doit être égale à 0, donc soit ce terme à gauche est égal à 0, soit le i est égal à 0. D'accord ? Donc le terme à gauche est égal à 0, ça veut dire que S est égal à gamma sur bêta, pardon. Et le terme à droite égal à 0 veut dire que i est égal à 0. Maintenant, si je substitue ces solutions dans la première équation, dans le cas où j'ai pris S égale à gamma sur bêta, les choses vont bien, j'obtiens un équilibre sans maladie, gamma sur bêta est 0, d'accord, S est égal à gamma sur bêta et I égale à 0, donc ça va bien. Mais dans le deuxième cas, ce que je vois, c'est qu'en fait, quand je mets I ici et I égale 0 et que je le remplace ici, ben, toute valeur de S, en fait, marche. D'accord ? Toute valeur de S non négative, je vais supposer, enfin positive, pardon, en français. Je vais supposer que S est positif. Ben, toute valeur de S positive que je substitue dans cette équation-là, dans la première équation, marche. Donc ça veut dire que si I égale 0, l'intégralité de la ligne des S positifs est un équilibre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un continuum d'équilibre et ça pose problème pour ce qu'on a fait ensuite quand on a étudié le modèle SIS, qui était d'étudier la linéarisation du système pour déduire la stabilité asymptotique locale de l'équilibre sans maladie. Par exemple, on a aussi considéré l'équilibre avec maladie, mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre sans maladie. Et il se trouve que là, les équilibres ne sont pas isolés. D'accord ? Je reviendrai sur pourquoi ça pose problème dans un autre cours que je fais plus tard sur ce type de système. D'accord ? J'ai un cours, je ne me rappelle plus du nombre, mais qui vient un peu plus tard dans le cours, où je considère des systèmes du type Kermack et McHenrich, plus généraux, et je discute là des problèmes liés à comment ça s'appelle, à ce continuum d'équilibre. Donc vous verrez ça, mais vous le verrez un peu plus tard. Mais il y a une autre approche qui est possible, d'accord ? Et cette approche, en fait, elle consiste à dire, c'est encore une fois quelque chose qui est exceptionnel, d'accord ? Je précise, ça ne va pas marcher partout. Donc ici, en fait, c'est noté dans le papier de Kermack et McHenrich, donc c'est quelque chose qu'on sait faire depuis qu'ils ont écrit le modèle. On remarque qu'en fait, que quand on considère la dynamique de I en fonction de S, qu'on peut écrire comme ceci, d'accord, DI sur DS, donc là j'établis la dynamique de I
en fonction de la variable S. J'oublie implicitement le temps, parce que quand j'écris DI sur DS, en fait, en approximant les choses, je peux l'écrire comme ceci. Donc DI sur DT fois DT sur DS, 1 sur DS. Donc en gros, je peux regarder comment se comporte l'équation pour I divisée par l'équation pour S. Et quand je fais ça, j'obtiens cette forme ici, qui est très simple. D'accord? C'est une équation. Alors là, c'est une équation différentielle où I est la variable dépendante et S est la variable indépendante. Et en termes de cette équation différentielle, bien, je vois que l'équation est assez simple. Et elle s'intègre très facilement. D'accord? Alors, il faut se souvenir que S et I, dans cette équation, ce sont des fonctions du temps, ce sont des solutions de S. Donc ce qu'on obtient ici, c'est une équation différentielle qui décrit la relation entre S et I le long de solutions d'origine du système. D'accord? C'est un peu, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est une sorte d'analogie à ce que vous faites lorsque vous regardez une fonction Lyapunov, là où une fonction Lyapunov est une fonction des variables d'état dont vous regardez l'évolution au cours du temps. D'accord? Donc ici, j'ai le temps qui est caché plus ou moins dans cette équation. Mais bon, voilà, on dit OK, on a cette équation différentielle, et donc on obtient qu'en fait, dans l'espace d'état, S et I, la relation entre I et S, c'est que I peut s'écrire en fonction de S sous cette forme-ci, où C est ici la constante d'intégration. D'accord? Et pour obtenir cette constante d'intégration, ben on prend que la condition initiale en S0, c'est I0, et on déduit que C est égal à cette quantité ici. Ce qui veut dire que l'on obtient la solution. Alors là, je reviens au système d'origine, mais je ne vais pas le refaire beaucoup, mais juste pour vous montrer comment on peut faire. Si je regarde le système d'origine en tant que fonction de S, la solution, elle prend la forme S de t, puis I de S qui est égal à cette fonction, et R de S qui est égal à ceci, puisque n-s prend cette forme. D'accord? Alors en pratique, la plupart du temps, on va regarder juste, comme je le disais avant, on va juste regarder S et I. On oublie le R. Donc ici, là, je vais normaliser aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans ce système. Comme la population totale est constante, il n'y a aucun mal pour diviser S et I, et potentiellement R, par la population totale. Et donc ce qu'on obtient, c'est une équation normalisée. Et donc là, je regarde les solutions en fonction de S, d'accord, de I de S. Et donc, si je représente les solutions ici de I de S, enfin, ce I de S ici, d'accord, en fonction de S, les points là que je représente, c'est les conditions initiales. Donc les conditions initiales, par exemple, là je pars avec, on ne le voit pas bien, mais il y a quand même initialement des infectieux dans ce système. Okay, je pars, mais avec une toute petite proportion d'infectieux. Et ici, je parle, ça c'est l'axe S plus I égale 1, d'accord, puisque S plus I égale 1 est préservé par le système. Et donc quand le long de cet axe ici, là, ce sont des conditions initiales aussi où I est plus grand. Et ce que vous voyez là, c'est que j'ai représenté sur la courbe, et là j'ai pris bêta sur gamma égale 2,5. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux types de comportements par rapport à ce qui se passe pour la variable I de S. Ces courbes que je représente en rouge, si vous regardez la valeur de I, ce qui se passe, c'est que I augmente d'abord. Donc, ok, je vais essayer, c'est un peu compliqué de montrer ça sur la courbe, parce que je ne suis pas un météorologue, je ne suis pas habitué à travailler là comme ça. Ce que vous voyez là, c'est que ces courbes rouges,
elle passe par une phase où I augmente un petit peu, et ensuite, elle tombe à zéro. Tandis que les courbes noires, elles, sont décroissantes en I pour tout S. D'accord. Donc, il y a deux situations. On voit que soit on passe par une phase de croissance des I, soit on passe par une phase, enfin, soit on ne passe pas par une phase de croissance des I et les I décroissent. Dans tous les cas, les I tendent vers zéro. Et ça, on peut le voir, je reviens à cette équation différentielle, on peut le voir comme ceci. Vous voyez que les S, l'équation en S, elle va être toujours. Alors si I est égal à 0, cette équation est égale à 0, ça veut dire qu'on ne bouge plus, S ne bouge plus. Euh, Tandis que si I est positif, ben cette équation, elle est toujours, le terme de droite, là, est toujours négatif. Ça veut dire que S est décroissante. Et par ailleurs, ce que vous voyez, c'est que, bien, supposez que ce terme soit nul, et j'ai I' égale moins gamma I. Donc ça aussi, c'est une expression décroissante. Donc en gros, si vous réfléchissez par rapport au flux, je vais revenir au flux, ce qui se passe, c'est que dans ce modèle-là, pendant un certain temps, des individus susceptibles vont se déplacer vers le compartiment infectieux. Et quand cette source-là se tarit, d'accord, s'il n'y a plus d'infection qui a lieu, ou très peu d'infection, ben, du fait de cette flèche-là, le compartiment I va se vider progressivement, d'accord. Et ce qu'on va observer, c'est que toujours, là je ne l'ai pas montré dans ces transparents, mais c'est très facile à montrer, on finit toujours avec I égale 0. D'accord. En limite, c'est évidemment. Ok. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les solutions font comme ceci. Donc, soit elles augmentent, puis elles diminuent vers I égale 0, soit elles diminuent vers I égale 0 tout le temps. Alors, on va regarder ça un petit peu. Donc, d'abord, regardons cette fonction I de S. Donc, on voit que si on prend la dérivée par rapport à S de I de S, on a cette expression qui est évidemment celle par laquelle on a commencé. Et donc, ici, je m'intéresse à la caractérisation du maximum de ces courbes. Okay, donc là, vous voyez, comme je disais, donc on monte et puis on descend. Et donc, toutes ces courbes-là, elles vont passer par un maximum. Et donc là, j'aimerais bien savoir où a lieu ceci. Et de cette équation, évidemment, je déduis que I de S, donc la dérivée, enfin, cette fonction-là, par rapport à 0, dérivée par rapport à S, elle est nulle lorsque BS est égal à gamma sur bêta. Donc dans l'exemple que vous voyez ici, c'est au point 0,4. Et donc c'est toutes les courbes, en fait, ici, ont leur maximum en 0,4, qui est 1 sur 2,5. D'accord. Et en ce point, je n'ai pas défini R0, donc c'est un peu... Bon, je vais définir R0 après, d'accord. Le R0 va être en fait bêta sur gamma fois S en 0, d'accord. Mais donc en ce point, en fait, on trouve que la valeur de I, c'est cette quantité ici. Donc, en fait, on a le résultat suivant. Je vais sortir ma souris de là. On a le résultat suivant. Donc, si on considère une solution du système en S et I, et qu'on définit R0 comme étant bêta sur gamma fois S0, donc la population initialement présente, la population susceptible initialement présente, alors ce qu'on a, c'est l'alternative suivante. Si R0 est plus petit ou égal à 1, alors les I de t décroissent vers 0 pour tous les temps. Et ils tendent vers 0 quand t tend vers l'infini, mais ils décroissent pour tous les temps. Et si R0 est plus grand que 1, alors d'abord I de t atteint un maximum, et ce maximum, il est donné par cette quantité-là. Et ensuite, ça tend vers 0. D'accord. Donc, on a caractérisé le comportement du système, d'accord, en termes de l'existence de... Et ça
ça caractérise l'existence d'un pic épidémique. D'accord? Parce que ce que ça dit, c'est dans le premier cas, j'introduis des cas et la maladie s'éteint. Dans le deuxième cas, j'introduis des cas, j'ai une augmentation du nombre de cas, donc le pic dont je parlais avant, puis une diminution du nombre de cas jusqu'à extinction de la maladie. Et donc vous voyez que l'alternative qu'on a ici, ce n'est pas la même alternative qu'on avait dans le modèle SIS. Ce qu'on a ici, c'est une alternative qui est entre l'existence d'un pic épidémique ou non. D'accord? Alors pour simuler ça, je vous montre un peu de code. C'est très simple, ok, mais bon, je pense que c'est bien de montrer un petit peu de code de temps en temps. Vous définissez une fonction qui décrit le terme de droite de votre équation différentielle. Ensuite, vous définissez vos conditions initiales. Là, je travaille avec une population initiale de 1000. Je prends un gamma, gamma étant le taux de mouvement de I vers R. 1 sur gamma, c'est le temps moyen de séjour dans I avant de passer sur R. Donc là, quand je prends gamma égale 1/14e, ce que j'entends, c'est qu'en moyenne, mettons qu'on travaille avec des unités qui soient les jours, en moyenne, les individus vont passer 14 jours dans le compartiment infectieux avant de se déplacer vers le compartiment des retirés. Une petite remarque en passant, je reviens sur ces histoires de temps moyen passé dans les compartiments dans un cours, je pense que c'est le cours 5 ou le cours 6, enfin j'y reviens assez prochainement. Donc je règle un bêta de façon à avoir R0 égale 1,5, et puis je résous, et j'obtiens quelque chose comme ça, qui est donc une courbe épidémique. Et vous voyez que donc ce qui se passe ici, c'est qu'en fonction du temps, j'ai d'abord une augmentation de la prévalence. Rappelez-vous que I de t, c'est la prévalence, pas l'incidence. J'ai une augmentation de la prévalence, et puis une diminution de la prévalence. La prévalence tend vers 0 quand le temps devient grand. Donc j'ai une courbe épidémique qui correspond plus ou moins à ce que vous pouvez voir dans les informations, que ce soit au niveau de la Covid ou au niveau de la grippe annuelle ou ce genre de choses. D'accord? Alors maintenant, le deuxième aspect, donc rappelez-vous, j'ai dit il y a deux grands thèmes qui sous-tendent le travail de Kermack et McKendrick. Le premier, c'est existe-t-il un pic épidémique et quelle est sa taille s'il existe? Ça, on vient de le résoudre. Et le deuxième, c'est quelle est la taille finale d'une épidémie, donc quel est l'impact de l'épidémie sur la population quand elle a traversé la population. Je devrais dire une chose avant d'avancer, c'est vrai, que déterminer la taille du pic, c'est aussi très important en santé publique, parce que la taille du pic, elle représente l'impact de la maladie sur votre système de santé. D'accord? Donc il y a plusieurs composantes qui arrivent, et l'une des composantes de la sévérité d'une épidémie, c'est la taille du pic. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'au pic, c'est l'impact maximum possible sur votre système de santé. Si le pic est très élevé, ça veut dire que potentiellement, par exemple, vous serez dépassé au niveau de la capacité hospitalière ou de la capacité de médicamenteuse ou quoi que ce soit, il va y avoir des problèmes. Donc la taille du pic est importante. La deuxième, c'est la taille finale. Donc, parce que ça, c'est plus l'impact à long terme de l'épidémie sur la population. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment on calcule ça dans ce modèle. Et je précise que ce genre de calcul, c'est possible dans un modèle épidémique comme celui qu'on a. Donc moi, je vais appeler à partir de maintenant, bon, je reviendrai sur ça plus tard, enfin dans un autre cours, mais j'appelle modèle épidémique un modèle qui a ce type de comportement, d'accord, soit une épidémie, soit non, et un modèle endémique, c'est comme le modèle SIS qu'on a vu. Ce calcul de taille finale, il est possible mathématiquement dans un modèle épidémique, il n'est pas possible mathématiquement dans un modèle endémique. D'accord ? On peut approximer la taille finale
sur des intervalles de temps donnés dans un modèle endémique, mais pas de la façon dont je vais faire ici. Donc, pour calculer cette taille finale, on va introduire deux notations. Si j'ai une fonction qui a des valeurs positives et qui est intégrable, que je dis w de t, je vais noter w infini, la limite quand t tend vers l'infini de cette fonction. Et je vais noter w chapeau, l'intégrale de la fonction sur l'intervalle de temps 0, infini. D'accord. Je vais noter w0, la valeur de la fonction au temps 0. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces choses pour calculer la taille finale ici. Donc, si vous regardez ce sous-système, alors rappelez-vous, le modèle de Kermack et McHenrich avec S, I et R, la population totale est constante, puisque les individus retirés, vous les mettez dans... les individus retirés sont là, alors qu'ils soient morts ou pas, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que je pars avec une population de 1000, par exemple, et après un certain temps, un certain nombre d'individus sont devenus infectieux. Typiquement, I va vers 0, comme j'ai précisé, et on va se retrouver avec une certaine distribution entre les S et les R. D'accord ? Quand je considère ces trois équations, la population est constante. Ici, par contre, quand je considère le système dans lequel j'ai enlevé l'équation en R, je n'ai plus constance de la population. Et en fait, donc, quand je regarde ça, je vois que la dynamique de la somme de S et de I, elle est donnée par moins gamma fois I de t. Et là, comme je dis ici, je prends soin de bien faire apparaître la dépendance en t. Parce que ce que je vais faire ensuite, c'est intégrer par rapport au temps. Donc, si j'intègre cette expression par rapport au temps, j'intègre les deux côtés de cette équation, d'accord ? J'ai cette équation qui me dit que la dérivée de S est plus I, c'est C moins gamma I de t. Donc, j'intègre les deux côtés de l'équation, et ce que j'obtiens, c'est à gauche cette intégrale, et à droite cette intégrale. Donc, évidemment, le terme de gauche, facilement, c'est l'intégrale de la dérivée. Donc, en fait, il me suffit d'évaluer en les bornes de l'intégrale. Donc, j'ai S infini plus I infini. Donc, ça, c'est la limite quand de S de t quand t tend vers l'infini, et la limite de I de t quand t tend vers l'infini, moins la valeur en la borne inf de l'intégrale, et donc moins S de 0, moins I de 0. Et en fait, rappelez-vous, comme je le disais, je ne l'ai pas prouvé, j'ajouterai peut-être un transparent pour le prouver, mais la preuve est très très simple. Rappelez-vous que I, quand t tend vers l'infini, va vers 0. Donc I infini est égal à 0. Donc cette somme, en fait, elle peut se réduire en S infini moins S0, moins I de 0. Quant au terme de droite, évidemment, il s'intègre assez facilement. Et puis, je vous rappelle qu'on a noté l'intégrale d'une fonction positive sur 0 à l'infini comme étant chapeau de la fonction. Donc, j'ai moins gamma fois I chapeau. Donc, en fait, cette première relation ici, ce qu'elle me donne, c'est cette équation ici. S infini moins S de 0 moins I de 0 est égal à moins gamma fois I chapeau. Maintenant, je regarde l'équation pour S'. Et ce que je fais, c'est que je divise les deux côtés par S de t. D'accord ? S de t n'est jamais nul. Et je suppose évidemment que je ne commence pas avec S de 0 égale à 0, parce que sinon le cas est absolument trivial. Donc S de t n'est jamais nul. Je peux diviser les deux côtés par S de t, et donc j'obtiens S' sur S égale moins bêta fois I de t. Quand j'intègre de 0 à l'infini, à gauche, j'obtiens log de S entre 0 et l'infini, donc log de S infini moins log de 0. Et à droite, de la même manière qu'on a eu avant, j'utilise la notation chapeau pour dire que j'ai intégré de 0 à l'infini, donc j'ai moins bêta fois I chapeau. Et donc, en fait, ce que je peux faire maintenant, c'est que j'ai une expression pour moins bêta I chapeau, donc pour I chapeau, ou moins I chapeau, d'accord,
Euh, j'ai ici une autre expression pour moins i chapeau. J'égalise les deux expressions, d'accord. Donc, ce que j'obtiens, c'est que le log de S infini moins le log de S0 divisé par bêta est égal à S infini moins S de 0 moins I0 divisé par gamma. Et je vais écrire ça sous cette forme-ci, euh, qui est ce qu'on va appeler l'équation de taille finale de l'épidémie. D'accord. Donc, alors, je reviens sur ça. D'accord. Ici, ce qui va m'intéresser, je veux savoir, rappelez-vous le problème qu'on se posait au début, c'était de savoir quel était le pourcentage, par exemple, de la population qui était affectée par l'épidémie. Bien, si je regarde S0 moins S infini, ce que ça me donne, c'est la population susceptible à l'origine moins la population susceptible lorsque l'épidémie a traversé la population. Et donc, cette différence, elle va me donner le nombre d'individus qui ont été infectés durant l'épidémie. Si je lui ajoute évidemment I0, parce que j'ai à l'origine un certain nombre d'individus infectés, mais donc I0 plus S0 moins S infini me donne le nombre d'individus qui ont été infectés par l'épidémie, par la maladie, pardon, durant la durée de l'épidémie. Et donc, on obtient, et ce que je cherche ici, c'est S infini. D'accord. Tout le reste, je le connais. Et mon inconnu, c'est S infini. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit problème, entre guillemets, parce que j'ai un log de S infini moins S infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation transcendante. D'accord. C'est pas trivial, mais celle-ci, elle est en fait, elle est très simple. D'accord. Donc je vais revenir dessus dans un moment, mais d'abord, je vais formuler le résultat. Donc, si je prends S de t et I de t, une solution de mon système de Kermack et McHenrich sans l'équation en R, et que je définis R0 comme étant bêta sur gamma multiplié par par S0, pardon, alors le nombre de susceptibles est une fonction décroissante et sa limite S infini, et l'unique solution dans 0 S0 de l'équation transcendante qu'on a vue précédemment. D'accord. Alors je vais vous montrer pourquoi la solution de l'équation transcendante est unique dans le cas qui nous intéresse ici, d'accord. Donc j'ai mon équation de taille finale et en fait je vais l'écrire sous la forme d'une fonction t, disons de s infini, dont je vais chercher les zéros. D'accord. Donc l'équation transcendante là, elle est en s, mon inconnu c'est s infini. Et je cherche donc, en écrivant la différence entre ça et ça, je cherche les zéros de cette fonction. Donc je les cherche évidemment, je sais que la taille finale de l'épidémie, elle va être quelque part. Combien de gens peuvent avoir été infectés pendant l'épidémie. Enfin, combien de gens peuvent rester. Rappelez-vous, S infini, c'est combien de gens sont encore susceptibles à la fin de l'épidémie. Donc combien de gens peuvent être encore susceptibles à la fin de l'épidémie? Clairement, ça va être moins que le nombre de gens, moins ou égal au nombre de gens qui étaient présents au début de l'épidémie. Je ne peux pas générer plus de susceptibles, la population, et il n'y a pas de démographie, donc j'ajoute pas de susceptibles au système, donc ce nombre S infini, il est forcément dans 0, S0. D'accord. Et donc on cherche une solution S infini de t de S infini égale 0 pour cette fonction. Alors le premier truc qu'on remarque, c'est que quand on laisse, j'ai ouvert ce côté de l'intervalle parce que bien sûr ce qui se passe c'est que en 0, log de 0. Donc non. Mais donc quand on fait tendre S infini vers 0, on voit que la limite c'est bien sûr plus l'infini. D'accord. Donc on a une fonction qui commence à plus l'infini. Maintenant on veut trouver des solutions
dans l'intervalle 0, S0 de ça. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde la dérivée. On voit que la dérivée, c'est cette expression ici. Et ce qu'on voit, c'est que quand S0 tend vers 0, la dérivée est négative, okay, puisque S infini tend vers 0, S de 0 c'est une constante, c'est fixé, donc cette quantité devient très négative et donc la dérivée est négative. Donc en fait, la fonction est décroissante et elle est décroissante évidemment jusqu'à ce point ici, jusqu'à ce que ce point soit égal à 0. Donc elle décroît jusqu'à S infini égale S0 sur R0. Si R0 est plus petit que 1, cette quantité est plus grande que S0. Donc, dans ce cas, T est décroissante sur l'intégralité de l'intervalle qui nous concerne. J'aurais pu ajouter le bout de l'intervalle. Tandis que si R0 est plus grand que 1, eh bien cette quantité est plus petite que R0, que S0, pardon. Et donc en fait on va décroître jusqu'à un minimum, et on verra après qu'évidemment on recroît. Ce qui est assez classique, on pouvait s'attendre à ça. D'accord. Donc regardons les cas. Si R0 est plus petit que 1, donc je vous rappelle que la fonction qu'on a c'est ça, T est décroissante sur cet intervalle, okay, tout le long. On a, quand on calcule la valeur de T au bout de l'intervalle, on trouve une valeur négative. Donc clairement, quelque part entre la limite quand S infini tend vers 0 et S0, on a une solution. Et comme la fonction est décroissante, elle est unique, elle est strictement décroissante, je devrais dire, cette solution est unique. Okay, évidemment, on exclut le cas I0 égale 0, parce que si on regarde I0 égale 0, ben, I reste identiquement nul, et la taille finale de l'épidémie, c'est S0. D'accord. Donc, dans ce cas, on a un S infini qui est unique dans l'intervalle 0 S0. Quand R0 est plus grand que 1, là, on a décroissance sur 0, S0 sur R0, et en fait, on vérifie très facilement de la même manière que on est ensuite croissant sur le reste de l'intervalle entre S0 sur R0 et S0. À l'extrémité de l'intervalle, on est toujours négatif. Donc ce qu'on a, c'est une fonction qui est décroissante. On pourrait montrer qu'elle est négative en ce point, d'accord, en S0 sur R0, mais en fait, si on raisonne de la manière suivante, on a une fonction qui est décroissante jusqu'au point S0 sur R0, qui est ensuite croissante, mais qui croît jusqu'à une valeur négative. Donc clairement, le minimum de la fonction est une valeur négative, d'accord. Et par conséquent, on coupe la solution, donc T de S étoile va être T de S infini, pardon, T de S infini va être nul quelque part dans la phase de décroissance de la fonction. D'accord. Donc il existe un S infini unique dans cet intervalle, tel que T de S infini est égal à 0, mais en fait, comme je disais, dans ce cas, on sait que cet S infini, il va être quelque part entre 0 et S0 sur R0. D'accord. Donc voilà les deux alternatives, et dans les deux cas, on a que cette équation transcendante admet une seule racine sur l'intervalle 0, R0. S0, pardon. Alors, pour trouver cette racine, c'est assez facile numériquement. Je ne peux pas vous donner une expression explicite de la valeur de la racine, mais je peux très facilement vous donner une valeur numérique de la valeur de la racine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la fonction t. Je ne l'ai pas appelée t, mais bon, je l'appelais équation de taille finale. Et cette équation, donc, elle prend la forme exactement qu'on a définie avant. D'accord. Et pour trouver la racine d'une fonction d'une seule variable, il y a une fonction qui marche très bien qui s'appelle uniroot. Et donc là, par exemple, alors vous voyez au passage, je précise quelque chose que je ne me rappelle plus si j'ai fait
dans les exemples précédents, mais c'est facile de définir une fonction en utilisant des valeurs par défaut. Là, vous voyez, j'ai dit, si je ne définis pas la valeur de S, ce que ça veut dire ici, c'est que si je ne définis pas la valeur de S0, I0 ou R0 comme étant différente de ces valeurs par défaut que j'ai indiquées ici, euh, donc si je ne les définis pas comme étant différentes de ça, c'est ces valeurs qui sont utilisées. D'accord? Et ici, c'est précisément ce que je fais. Donc, je dois fournir à Uniroute le nom de la fonction dont je veux trouver le 0. Sur quel intervalle je veux le trouver. Donc là, j'ai mis 0,05 pour éviter de me mettre trop près de très grandes valeurs de S de 0. De S infini, ok, la limite à gauche, l'asymptote. Et donc là, la solution de ça, c'est un ensemble de valeurs. Donc ça me donne une valeur pour la racine. Donc ça, c'est la solution. D'accord? C'est le S infini que ça m'a trouvé. Ça me donne la valeur de la fonction en la racine. Donc là, bon, on est à moins 2, 10 moins 7. Donc on est assez proche de 0. Ça me dit combien d'itérations ça a pris pour résoudre ça. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Et ça, c'est une estimation de la précision. D'accord? Ce qui est important, en gros, c'est cette valeur haute, euh, puisque ce que ça me donne, c'est la racine. Alors, pour utiliser des valeurs un peu différentes, en fait, ce qu'on va faire, je vous montre ça parce que c'est important de savoir faire ça en R. Uniroute, elle résout pour une variable. D'accord? C'est un solver, enfin, ça cherche les racines d'une fonction, mais d'une seule variable. Ma fonction, même si j'ai donné des valeurs par défaut, c'est une fonction de 4 variables. D'accord? Alors, pour préciser ce sur quoi je vais travailler, j'utilise cette formulation-là. Vous voyez, je dis que f, donc la fonction dont je veux trouver les racines, c'est une fonction de x, et je dis que je vais utiliser mon équation, ma fonction final size équation, et je vais dire que ce que je fais varier, essentiellement, d'accord, ce par rapport à quoi je veux résoudre, c'est S infini, et je lui donne la valeur X, et les autres, je passe les valeurs des paramètres que j'ai définis avant. Donc là, vous voyez que par exemple, bon, pour I0, S0, j'aurais pu garder les valeurs par défaut, mais là, j'ai voulu mettre R0 égale 2,4 au lieu de 2,5. Ben, quand je fais ça, ça va me trouver, puisque là, j'ai mon R0 qui est défini ici, okay, ça va me trouver la racine pour cette valeur-là. D'accord? Toujours sur l'intervalle 0 S0. Donc, ça marche. Mais, donc, si je veux montrer ça, par exemple, regardez ce que je fais ici. Donc, ici, je prends des valeurs de S entre 0,1 et S0 que je fais varier par étape, par pas de 0,1. Donc, il va y avoir beaucoup de valeurs. Je calcule la taille finale pour cette valeur de S donnée. Donc là, c'est S infini, d'accord? Je suis en train de regarder en fonction de la valeur de S infini, c'est pour vous représenter la fonction T de S infini, d'accord? C'est ce que je fais ici, c'est ça. Donc, je calcule la valeur de T de S infini pour ces différentes valeurs de S. Là, j'ai fixé les valeurs de I0, de S0 et de R0, d'accord? Tout ce que je fais varier, c'est la valeur de S infini. Je cherche les valeurs de S infini pour chaque valeur les valeurs, pardon, les valeurs de F, de T de S pour ça, et je cherche les solutions. D'accord? Et voyons, laissez-moi vous montrer le truc. Donc là, vous voyez que par exemple, si R0 est plus petit que 1, vous vous rappelez que ce qui se passe, c'est que j'ai oui, parce que, attendez, pardon, je dois expliquer. Ici, je cherche les solutions pour pouvoir représenter où est le point, la solution de l'équation. D'accord? Donc, rappelez-vous que si R0 est plus petit que 1, ce qui se passe, c'est que la fonction t est décroissante.
sur tout l'intervalle 0, S0. Euh, et j'ai une solution unique, et donc elle est décroissante. Et là, vous voyez, j'ai pris donc R0 égale 0,8, les autres paramètres comme j'ai dit précédemment. Et vous voyez que donc j'ai une population totale S0 de 999 et ma solution S infini, c'est très proche de 0,99. Je sais que, de 999, pardon. Je sais qu'elle va être quand même dans cet intervalle. Okay. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que S infini, rappelez-vous, c'est le nombre d'individus susceptibles à la fin de la maladie. Donc ici, la maladie a affecté quasiment personne, puisque la valeur S infini est quasiment égale à la valeur S de 0. S de 0 moins S infini, ça me dit combien de gens ont été infectés, plus I0, donc voilà ce que j'obtiens ici. Si R0 est plus grand que 1, alors je décroît puis je croît, et c'est ce que je représente ici. Donc ça c'est la valeur de l'équation, j'appelais de l'équation 8, c'est la valeur de t étoile, je changerai le graphique, valeur de t de S étoile, S infini, et donc vous voyez que d'abord il y a décroissance jusqu'ici, et ensuite ça recroît jusqu'à une valeur négative, et la solution qu'on trouve c'est celle-ci. Et donc cette solution ici je vous représente la fonction t, et ça, je le trouve avec la fonction uniroute, d'accord? Donc ça montre bien qu'effectivement, ça marche bien. Ça, c'est une représentation donnée de la valeur de la fonction en ces points. Ça, c'est la solution numérique de la valeur de la racine, et on voit qu'il trouve quelque chose qui marche bien. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus joli, parce que, encore une fois, bon, comme j'insiste régulièrement dans ce cours, c'est important de faire du numérique, pas simplement pour visualiser les choses que vous avez prouvées. Ces deux figures que je vous ai présentées précédemment, je savais précisément ce qui allait se passer, puisqu'on a fait cette analyse avant. On ne savait pas exactement où allaient se localiser les choses, mais on savait que les situations allaient être comme elles sont. Donc c'est bien pour illustrer dans un cours comme ça, mais si vous êtes en train de faire un papier, ça n'apporte pas grand-chose à la compréhension du problème. Alors là, je vais faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais regarder, en fait, comment les choses varient en fonction, comment la taille finale varie en fonction. D'ailleurs, je ne vais pas faire la taille finale, mais je vais arriver là-dessus. Comment ce qu'on appelle le taux d'attaque de la maladie varie en fonction de R0 et du nombre d'individus infectieux au début de l'épidémie. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fonction expand grid pour faire une data frame dans laquelle il va y avoir deux colonnes pour le moment. Une colonne R0 qui va avoir des valeurs allant de 0,01 à 3 par pas de 0,1 et des valeurs de I0 qui vont varier de 1 à 100. D'accord ? Et donc ensuite, il faut que je continue de préparer. Donc je veux calculer pour ces différentes valeurs de R0 et de I0, je veux calculer la taille finale de l'épidémie. Je vais déduire de la taille finale ce qu'on appelle le taux d'attaque. J'arrive dans un moment, je vous explique ça, d'accord? Mais donc pour faire ça, il me faut les différentes composantes dont j'ai besoin. Donc pour calculer la taille finale, il me faut la valeur de S0. Et donc là, cette valeur de S0, c'est juste N0 moins la valeur de I0 à l'origine. Et ce que je veux faire, donc, rappelez-vous, j'obtiens une data frame avec Expand Grid, j'obtiens une data frame dans laquelle il y a deux colonnes R0 et I0, et il y a toutes les combinaisons possibles des valeurs qui sont dans ce vecteur et dans ce vecteur. Mais pour ces combinaisons possibles, je vais aussi rajouter une colonne qui contient les valeurs possibles de S0. Ces valeurs, c'est la population totale à l'origine, moins le nombre d'individus initialement infectés. Ce que je fais ensuite, ici, à quel point je l'ai fait oui. Alors ici, je fais une liste. Donc j'ai une data frame. Et ce que je veux faire, c'est parce que je vais utiliser lapply ou sapply. Enfin, je vais utiliser une de ces fonctions dont j'ai déjà parlé qui s'applique à tous les éléments d'une liste. Et ce que je veux faire, c'est que je veux calculer
la taille finale pour chacune de ces valeurs de S0, I0 et R0. D'accord? Si vous vous rappelez la fonction qu'on a définie pour calculer la taille finale, elle utilise S0, I0 et R0. Je devrais préciser que je ne crois pas que je l'ai mis là. J'ai oublié de rajouter, il faut transformer la fonction qu'on a, l'équation pour la taille finale, il faut que je rajoute le transparent. J'ai une fonction pour la taille finale qui en fait va prendre les éléments d'une liste. Donc chaque élément dans la liste L, là, c'est une valeur de I0, une valeur de S0 et une valeur de R0. Et en fonction de ça, ça va renvoyer le S infini correspondant. D'accord? Je rajouterai le transparent qui a cette valeur. Euh, et donc, j'utilise cette fonction pour calculer la valeur S infini correspondant à toutes ces valeurs possibles de S0, I0 et R0. Et ensuite, la taille finale, ben, c'est simplement S de 0 moins S infini, plus, évidemment, je dois savoir combien de gens j'ai qui étaient infectés au début, donc plus I0. Et le taux d'attaque, alors ça, le taux d'attaque, c'est la proportion. Les médecins ont souvent tendance à parler de taux, là où nous, en tant que personnes qui travaillons avec des taux, n'appellerions pas ça des taux. Donc ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est le pourcentage de la population qui a été infectée durant le cours d'une épidémie. Donc si le taux d'attaque est de 0%, ça veut dire que personne n'a été infecté. Si le taux d'attaque est de 100%, ça veut dire que l'intégralité de la population a été infectée durant le cours d'épidémie. D'accord? Et ensuite, je vais faire donc ce qu'on appelle une carte, un heat map en anglais, d'accord, qui est une, une représentation des valeurs donc du taux d'attaque que je viens de calculer en fonction de R0 et I0 donc ce que je donne comme argument, c'est que les données, c'est valeurs, donc c'est cette data frame dans laquelle j'ai toutes ces colonnes avec les résultats, d'accord, les résultats et les valeurs. Et donc je dis que dans valeurs, je vais prendre R0 et I0, ça va être mes deux axes sur lesquels je vais représenter, et je vais représenter le taux d'attaque en fonction de ces deux valeurs. D'accord? Et je prends des couleurs, je prends une palette de couleurs. Donc si vous voulez faire tourner ce code, il va vous falloir deux librairies qui s'appellent Lattice et Viridis. Voilà. Puisque ici j'ai Viridis et la fonction level plot, elle est dans Lattice. Et quand je fais ça, j'ai ici le taux d'attaque en pourcentage. Donc je vais expliquer ça et puis après je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc ce que vous voyez ici, c'est comme je disais, j'ai sur l'axe des X la valeur de R0, sur l'axe des Y la valeur I0 du nombre d'individus initialement infectés au début de l'épidémie, et la couleur ici représente le taux d'attaque en pourcentage, d'accord, donc ici donc de 0% pour le plus foncé à 100%, ici en haut à gauche on voit à peine, ou proche de 100% en tout cas, ici en haut à droite, pardon. Et donc ce que vous voyez, c'est que si R0 est plus petit que 1, bien on a très très peu, le taux d'attaque reste très petit. Okay, donc je suis là vraiment dans la zone où je suis pratiquement à 0. Donc ça va être on pourrait rendre, là je fais un plot très facile, on pourrait s'assurer que les valeurs des couleurs sont vraiment entre 0 et 100, etc. Mais bon là je vous montre un exemple vite fait. Et donc ce que vous voyez effectivement, c'est que pour R0 plus petit que 1, j'ai un taux d'attaque très petit. D'accord? Et au fur et à mesure que R0 augmente, le taux d'attaque augmente. Mais aussi, évidemment, le taux d'attaque augmente un petit peu en fonction du nombre d'individus qui sont infectés au début. Parce que si j'ai, en haut ici, j'ai 100 individus infectés au début de l'épidémie, j'ai pris une population totale de 1000 là.
Donc si j'ai 100 individus qui sont infectés au début de l'épidémie, bien, je vais quand même avoir 10% au minimum de la population qui a été infectée. D'accord. Mais c'est une phase non épidémique, donc je pars de 100 individus infectés, il y en a quelques-uns de plus qui vont être infectés, mais je sais que ma courbe va décroître tout le long, je ne vais pas avoir d'épidémie. Alors qu'au fur et à mesure que j'augmente R0, ben, la probabilité une épidémie arrive, on sait qu'il y a une épidémie à partir de ce point, et vous voyez que bon, ben, ça progresse progressivement. C'est plus ou moins linéaire comme ça s'incline un petit peu plus. Et donc c'est une représentation qui, je dirais, est utile, dans le sens où ce que je vous montrais avant, c'était quelque chose qu'on prédisait. Ici, là, c'est pas quelque chose que vous pouvez prédire en utilisant les maths. C'est vraiment une contribution du numérique qui vous permet de mieux comprendre la situation et de complémenter votre analyse mathématique. D'accord. Quelques dernières remarques avant de finir cet exposé, enfin ce cours. La première, ça va être de normaliser ou pas. Alors, dans le modèle SIS, et ici, par exemple, je vous ai montré ici la première figure quand je vous montrais les trajectoires dans l'espace des I et S, j'avais normalisé à n égale 1. De la même manière, dans le modèle SIS, on aurait pu normaliser. Très fréquemment, c'est pratique au niveau des mathématiques. Normaliser, ça vous permet de faire les calculs beaucoup plus facilement parce que vous affranchissez de n et de toutes les dépendances en n qui peuvent avoir lieu. Mais moi, c'est pas que je suis pas très fan. C'est-à-dire que si vous travaillez en santé publique, ou avec des gens en santé publique, je pense qu'il est très important de se rappeler que vous essayez de communiquer avec des gens en santé publique. Donc, par exemple, au minimum, vous devriez parler en pourcentage et pas en proportion. Mais même de façon générale, puisque vous êtes en train de parler de la population d'un lieu donné, si vous êtes en train de communiquer avec un individu dans le lieu donné, c'est probablement mieux de revenir aux unités d'origine. Alors si la normalisation vous permet d'obtenir des résultats mathématiques plus facilement, faites-le, mais n'oubliez pas cette étape de revenir à la biologie et de réexprimer vos résultats dans des unités qui vont parler aux gens. D'accord ? Et pour dire là où nous en sommes, donc comme on a vu donc, le modèle SIS avant, on avait un seuil R0 égale 1 qui était tel que quand la maladie, quand on est plus petit, la maladie s'éteint, et si R0 est plus grand que 1, la maladie s'établit. Ce modèle qu'on vient de voir, dans lequel le R0 en fait joue le rôle de seuil entre l'existence d'une vague épidémique et la non-existence d'une vague épidémique. Une chose sur laquelle je vais insister là, c'est que dans les deux cas, on a utilisé une intégration explicite dans un sens un peu différent les deux, mais on a été en mesure d'exhiber, dans le cas du modèle SIS, vraiment des solutions explicites, et dans le cas de ce modèle, une solution de I en fonction de S. Ce sont des exceptions. Ça va être très compliqué en général de faire ça. Et donc, par exemple, la plupart des analyses qu'on va faire, ça va être des analyses du type de la deuxième analyse qu'on a fait du modèle SIS, ou bien d'une analyse plus générale du type de modèle dont je parle ici, que je vous présenterai dans un cours suivant.